Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Merci d'être venus aussi nombreuses, aussi nombreux. Alors, effectivement, moi, je vais vous parler de mon essai qui est sorti il y a maintenant 3 ans, qui s'intitule donc « Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes ». Alors peut-être commencer par comment est-ce que j'ai eu cette idée de calculer le coût de la virilité. Alors effectivement, moi j'ai une formation d'historienne, j'ai fait de l'histoire économique et sociale, je me suis intéressée au travail des femmes dans l'artisanat et le commerce. Et puis je me suis beaucoup investie sur les questions des droits des femmes dans différentes associations féministes. Et puis aussi dans mon parcours professionnel, voilà, j'ai travaillé sur tous ces sujets, toutes ces questions de la place des femmes, notamment dans le monde du travail, mais plus largement dans la société. Et je dois dire que eh bien, toutes ces années de vie ont été à la fois très riches, mais ont été très frustrantes pour moi. Parce que je me disais, ok, on s'intéresse beaucoup aux femmes, à ce qu'elles font pour avoir les mêmes droits que les hommes, les mêmes chances que les hommes, la même place dans la société que les hommes. Ok, très bien. Elles ont été très courageuses et elles le sont toujours. Oui, mais quid des hommes ? Parce que quand même, quand on regarde les statistiques, ils sont responsables de l'immense majorité des violences qui sont faites aux femmes. Et donc, à partir de là, j'ai détourné le regard et je me suis dit, mais finalement, il conviendrait de s'intéresser davantage aux hommes si on veut comprendre la source des violences que subissent les femmes et puis, en fait, de toutes les violences. Et donc, c'est comme ça que ce sujet a cheminé en moi et que je me suis appuyée très vite sur des statistiques parce que j'en ai découvert une qui a été au fondement de mon travail et qui, je dois le dire, à l'époque, m'a proprement choquée. Cette statistique, la voici, c'est qu'aujourd'hui, en France, la population carcérale masculine représente 96,3% du total. Donc ça, je ne sais pas si vous le savez. Moi, à l'époque, je me doutais que ça devait être élevé, mais enfin bon, je me disais quand même pas dans ces proportions-là. Et donc, je me suis rendu compte que, eh bien, nous avons des prisons qui, aujourd'hui, sont remplies d'hommes. Et à partir de là, j'ai creusé, je suis allée chercher d'autres chiffres, d'autres statistiques, et effectivement, je me suis rendu compte que les hommes sont surreprésentés dans les violences misogynes faites aux femmes, mais aussi dans tous les types de violences. Et à partir de là, je dois dire que je n'ai plus vu la société tout à fait de la même façon. Et je raconte cette anecdote au début de mon livre, qui est qu'un jour, je me promenais dans la rue et il y a des services de police qui sont passés, toutes sirènes hurlantes, devant moi. Et là, compte tenu de ce que je venais de découvrir, des statistiques, je me suis dit, mais très probablement, ces services de police interviennent pour faire face à un délit commis par un homme. Et là, je me suis dit, ok, il y a ces services de police, mais s'il y a une victime, il y aura peut-être des services de secours. Et puis si la victime a des séquelles graves, il y aura peut-être des services de santé. Et puis s'il y a une enquête, il y aura des services de police, peut-être des services de justice. Et puis pour l'auteur, peut-être des services de prison, puis des services de réinsertion, etc., etc., etc. Et donc là, je me suis demandé, mais combien est-ce que nous dépensons chaque année, l'État, la société, pour répondre à cette violence qui est, dans l'immense majorité des cas, eh bien, le fait des hommes. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans ce que j'ai appelé l'estimation donc, du coût de la virilité. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je l'ai appelé de cette façon. Mais en fait, jusque-là, c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait. Alors du coup, quand je dis que les hommes sont responsables de l'immense majorité de la violence, de quoi je parle et sur quels chiffres j'utilise pour dire ça ? Eh bien, j'ai utilisé des statistiques officielles, c'est-à-dire des statistiques qui sont produites chaque année par les ministères de la Justice, de l'Intérieur. Et ces statistiques, elles nous disent qu'aujourd'hui, eh bien, les hommes représentent 83% des mises en cause par la justice, 90% des personnes condamnées par la justice,
On l'a dit, la population carcérale masculine, c'est 96,3% du total. Et quand on regarde par type d'infraction, eh bien, on s'aperçoit que les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions, et notamment les plus graves. Donc 99% des auteurs de viol, 97% des auteurs d'agressions sexuelles, 86% des auteurs d'homicides, 84% des auteurs d'accidents mortels sur la route, 95% des auteurs de vol avec violence, 91% des auteurs de cambriolage, etc., etc., etc. Et donc, ce que l'on peut conclure de ces chiffres, eh bien, c'est différentes choses. La première, c'est que bien sûr, cela ne veut pas dire que tous les hommes sont délinquants et criminels, mais cela veut dire que l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes. Et cela, quel que soit le milieu social, la tranche d'âge, la zone géographique, le niveau d'éducation, peu importe. On peut prendre n'importe quel autre critère. Le premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels, c'est le sexe masculin. Et ça, c'est très, très important de le garder en tête. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on explique la violence et qu'on tente de l'enrayer, eh bien, on utilise d'autres facteurs. Donc, on va questionner l'âge des auteurs, on va questionner certaines populations. Bien souvent, on entend dire « oui, mais c'est de la pauvreté, c'est à cause de la pauvreté ou des discriminations qu'il y a des violences qui sont commises. » Oui, mais les femmes aussi vivent dans la pauvreté. Et même davantage que les hommes, si on prend en compte les écarts de taux d'emploi, les écarts de salaire. Et puis quand on parle des discriminations, les femmes vivent le sexisme, ce que ne vivent pas les hommes. Et donc dans une même situation, ce sont toujours, dans l'immense majorité des cas, les hommes qui commettent la violence. C'est pour ça qu'il est absolument fondamental de garder à l'esprit ce premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels pour pouvoir penser les solutions et regarder quelles sont les causes. Dernière chose que veulent dire ces chiffres, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des ministères de la justice, de l'intérieur, qui fonctionnent en grande majorité pour les hommes. Et donc cela a des coûts pour la société. Et donc c'est bien pour ça que je me suis attelée à l'estimation du coût de la virilité. Alors qu'est-ce que le coût de la virilité ? Le coût de la virilité, ce n'est pas le coût des hommes. C'est le coût d'une différence d'éducation que nous donnons entre les garçons et les filles et qui pousse notamment les garçons à adopter plus de comportements violents et antisociaux que les filles, que les femmes. Donc en fait, le coût de la virilité, c'est un différentiel. C'est la différence entre les sommes qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des hommes et celles qui sont dépensées pour faire face aux comportements asociaux des femmes. En fait, le coût de la virilité, c'est un surcoût qui correspond à ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes, c'est-à-dire s'ils commettaient aussi peu de faits de délinquance et de criminalité qu'elles. Et quand on parle des coûts, ils sont de deux ordres. Il y a des coûts directs, on l'a un petit peu dit, en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé, et puis des coûts indirects qui sont supportés par la société, puisqu'il y a des pertes de productivité, des destructions de biens, des souffrances physiques, psychologiques pour les victimes. Et donc c'est tout cela que j'ai pris en compte dans mon estimation. Alors, je vais arrêter ici le suspense et vous dire à combien est-ce que je suis arrivée. Pour les services de défense et de sécurité, j'ai estimé donc, le coût de la virilité, ce surcoût, à 9 milliards d'euros par an sur les 13 que nous dépensons au total. Pour la justice, je l'ai estimé à 7 milliards d'euros par an sur les 9 que nous dépensons au total.
Pour les coûts et violences volontaires, je l'ai estimé à 18 milliards d'euros par an sur les 26 dépensés au total. Pour les crimes et délits sexuels, on est à 17,8 milliards d'euros par an sur les 19 dépensés au total. Pour l'insécurité routière, on est à 13,3 milliards d'euros par an, etc., etc. Et donc, je suis arrivée à une estimation qui est à 95,2 milliards d'euros par an, donc près de 100 milliards d'euros par an. C'est tout à fait colossal. C'est tout à fait colossal, mais c'est largement sous-estimé. C'est largement sous-estimé pour deux raisons principales. La première, c'est la difficulté à avoir accès aux données ventilées par sexe. Quand je vous dis que quand on parle de violence, on s'attelle à d'autres critères que celui du sexe, eh bien, ça ressort dans les statistiques, dans les études qui sont produites sur la violence. Elles sont difficiles d'accès. Je cite par exemple dans mon livre cette étude qui a été faite par le ministère de l'Intérieur il y a déjà maintenant quelques années, mais à propos de la délinquance et de la criminalité commise les soirs de matchs de foot. Donc on a tout un tas d'infos sur à quelle heure a été commis quel crime, quel est le profil des victimes, etc. Tout juste si on n'a pas la température. Mais à aucun moment il n'est dit que ces soirs-là, eh bien, je le dis à la louche, je ne sais pas, 98% des cas, la violence, les délits sont commis par des hommes. Donc il y a un impensé, là, voilà, un éléphant au milieu de la pièce qu'il va falloir regarder en face sur ces statistiques. Et puis la deuxième raison à la sous-estimation du coût de la virilité, c'est bien sûr qu'il y a un grand nombre d'infractions qui ne font pas l'objet d'une poursuite pénale. Je pense par exemple à plus de 90% des auteurs de viol qui ne sont pas condamnés. On est face à un crime quand même. Eh bien, tous ces délits, évidemment, je n'ai pas pu les prendre en compte dans mon calcul. Mais en tout cas, 100 milliards d'euros par an, c'est tout à fait colossal et ça permet une lecture plus objective des conséquences de la surreprésentation des hommes comme auteurs de violences. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Parce qu'une fois que j'ai eu cette estimation, je me suis quand même posé la question. Est-ce que nous sommes condamnés chaque année à payer le coût de la virilité ? Et la question qu'il y a derrière, c'est que est-ce que les hommes sont naturellement violents ? Est-ce qu'il y a quelque chose, une essence masculine qui les pousserait à cette violence ? Et donc, oui, on serait condamné à payer chaque année ce coût humain et financier absolument colossal. Ou alors, est-ce que la réponse est du côté de l'éducation, de la culture ? Et donc là, on pourrait imaginer changer ces biais et un jour économiser ce coût de la virilité. Alors pour répondre à cette question, le simple fait qu'il y ait des femmes capables de violence au même titre que les hommes et des hommes qui soient pacifiques et qui le restent toute leur vie semble bien déjà prouver que nous ne sommes pas prédéterminés à être violents selon notre sexe. Mais c'est vrai que sur cette question, malheureusement, il y a encore beaucoup d'idées reçues qui circulent. Parce que quand on parle de la violence des hommes, il y a des discours essentialisants qui ont la vie dure, qui ont la belle vie même, j'ai envie de dire, qui reviennent comme ça pour légitimer quelque part la violence des hommes. Alors dans mon livre, je les ai appelés des mythes. Alors j'en ai développé 3. Le premier, c'est celui du temps des cavernes. Je suis sûre que vous le connaissez, celui-là. Parce qu'effectivement, on parle de la violence des hommes et on s'entend dire, oui, mais déjà, au temps des cavernes, les hommes chassaient, pendant que les femmes restaient dans les grottes à enfanter, donc ça veut bien dire que ça a toujours été, et donc ça fait partie de notre nature, et ce sera toujours comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette image
du paléolithique, parce que le temps des cavernes, c'est le paléolithique, on est vers moins 3 millions jusqu'à moins 12 000 environ, selon les régions où on se trouve sur la Terre. C'est l'ère la plus étendue de notre histoire. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette image figée là, des rôles sociaux entre les hommes et les femmes ? Eh bien ça nous vient du 19e siècle. Ça nous vient d'un siècle où les paléohistoriens de l'époque ont plaqué sur les traces archéologiques qu'ils ont découvertes les propres représentations sociales de leur société. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'ils découvraient une sépulture avec un squelette robuste, richement paré, avec des armes, par exemple, ils se disaient, eh bien, voilà la sépulture d'un homme. Et les techniques ont évolué et on s'est aperçu que certaines sépultures qu'on attribue à des hommes étaient en fait des sépultures de femmes. Également, il faut remettre en question l'importance de la chasse au gros gibier au Paléolithique, puisqu'elle est apparue véritablement qu'à la fin du Paléolithique, et 70% de la nourriture à cette époque était surtout le fruit de la cueillette. Et donc, ce que nous disent sur les comportements et la violence les paléohistoriens aujourd'hui, c'est qu'à cette période, les femmes aussi chassaient, qu'elles avaient aussi du pouvoir et qu'elles ne restaient pas dans les grottes à enfanter. D'ailleurs, elles avaient tendance à espacer les naissances à cause des conditions de vie. Mais ce qu'ils ont noté, par contre, c'est une dégradation des conditions de vie des femmes au néolithique. Donc là, on est vers moins 12 000, avec la sédentarisation des peuples de chasseurs-cueilleurs. Et à ce moment-là, ils ont noté des traces beaucoup plus systématiques de violence, de pénurie, et notamment sur les corps, sur les squelettes des femmes. Et donc, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, comme le paléohistorien Paul Desmoules, c'est qu'à partir d'un certain niveau de développement cérébral, eh bien, la culture l'emporte largement sur la nature et qu'il n'y a pas de fatalité biologique ou sociale à la domination masculine. C'est bien une construction sociale qui s'est faite, culturelle, qui s'est faite au cours du temps. Maintenant que nous avons parlé du temps des cavernes, venons-en à la star de l'argumentation, la testostérone. Cette malheureuse hormone qui a quand même beaucoup de responsabilités sur les épaules, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, c'est un argument qui revient sans cesse. Dès qu'on parle de la violence des hommes, on parle de la testostérone. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait le lien entre testostérone et violence ? Eh bien, parce que c'est une hormone. Alors, les hommes en produisent beaucoup plus que les femmes. Les femmes, c'est des taux 7 à 10 fois inférieurs à ceux des hommes. Donc, bon, déjà, ce n'est pas une hormone qui est exclusivement masculine, mais effectivement, les taux sont bien différents. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que cette hormone est à l'origine de la violence ? Eh bien parce que cette hormone, elle joue un rôle important chez les hommes dans le développement des poils, dans le développement de la musculature, qui sont finalement des attributs qu'on considère être comme virils. Alors la science, elle s'est penchée quand même sur cette question, et si on fait référence aux études récentes, et là je tiens à le souligner, les études récentes, c'est-à-dire qui utilisent des échantillons de population randomisés, qui permettent de faire des comparaisons, et donc une méthodologie rigoureuse, eh bien ces études nous montrent que chez un même individu, cette hormone est aussi bien liée à des comportements agressifs qu'à des comportements altruistes. Et ils ont découvert aussi que c'est bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormones augmente. Et ça a été notamment corroboré par des études qui ont été faites sur les primates, parce que les primates ont le même système hormonal que nous. Et bien là, ils se sont aperçus que, par exemple, chez les chimpanzés où ce sont les mâles qui dominent, ils ont des niveaux de testostérone élevés parce qu'ils ont à se battre, alors que chez les bonobos, où ce sont bien souvent les femelles qui dominent, donc les mâles n'ont pas à se battre, ils ont des niveaux de testostérone bas. Donc on voit comment ce taux d'hormones fluctue en fonction du rôle social dans lequel se trouvent les mâles. Et donc, là je m'appuie sur les travaux de Pascal Pic, qui est paléo-anthropologue et qui nous explique donc que hommes ou femmes, nous ne sommes ni nés pour la violence, ni pour des rapports plus pacifiques, que finalement tout ça est de l'acquis
et qu'il n'y a pas de fatalité. Et donc la testostérone n'est pas à l'origine de la violence. Et enfin, je terminerai par le cerveau, parce que pendant longtemps, nous avons pensé que hommes et femmes, nous avions des cerveaux bien différents qui expliquaient nos compétences ou nos comportements différenciés. Là aussi, le 19e siècle était passé par là, avec la naissance de la neurobiologie, et notamment la grande question à l'époque, et notamment d'un neurologue qui s'appelait Paul Broca, à la fin du 19e siècle, c'était de comparer les cerveaux d'hommes et les cerveaux de femmes, et notamment les peser. Donc il a pesé quelques dizaines de cerveaux, il s'est aperçu qu'il y avait quelques grammes de différence. Je vous laisse deviner quels étaient les cerveaux les plus légers. Voilà. Et il s'est dit, ça explique pourquoi est-ce que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Alors, aujourd'hui, on sait que la taille du cerveau n'est pas liée à l'intelligence. Et d'ailleurs, Einstein avait un cerveau, parce que son cerveau a été conservé dans du formol après sa mort. Il avait un cerveau qui était de 10% inférieur à la moyenne. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Voilà, on sait que hommes et femmes, la taille de nos cerveaux ne sont pas prédéterminées en fonction de notre sexe et que surtout l'intelligence n'est pas prédéterminée par la taille du cerveau. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que lorsque l'on naît, il n'y a que 10% de nos connexions cérébrales qui sont faites, que les 90% se modèlent en fonction de nos apprentissages, en fonction de nos expériences, et cela tout au long de la vie. Donc le cerveau, nos cerveaux d'hommes et de femmes ne nous prédéterminent pas non plus à des comportements de violence. Et enfin, je terminerai par les travaux d'anthropologie qui ont corroboré ces résultats. Alors quand je dis corroborer, c'est un petit peu anachronique, mais parce que je vais parler des travaux de Margaret Mead, qui était une anthropologue et qui a étudié dans les années 30 des sociétés dites primitives en Malaisie. Et elle s'est aperçue que dans certaines de ces sociétés, les rôles sociaux entre les hommes et les femmes étaient inversés par rapport aux nôtres, c'est-à-dire qu'on attendait, par exemple, beaucoup plus des hommes, qu'ils soient doux, tendres, pacifiques, tout ce que nous attendons finalement des femmes. Et donc, si on croise tous ces champs disciplinaires, il apparaît qu'il n'y a rien de physiologique chez les hommes qui expliquerait qu'ils soient davantage violents que les femmes. Ils ne sont pas prédéterminés à être plus violents que les femmes. Et puis on voit à quel point ces discours ne tiendraient pas la route. J'ai envie de dire, dans une cour de justice, à aucun moment on dirait puisque mon client est un homme et qu'il a des niveaux de testostérone élevés, on va le disculper de fait. Et puis je ne pense pas que les hommes aient envie de se dire on n'est pas responsable de nos actes. On n'est pas capable de respecter les lois que l'on a bien souvent créées nous-mêmes. Et puis il y a quelque chose d'intéressant aussi par rapport à la violence, c'est à quel moment aussi elle est choisie chez les hommes. C'est-à-dire que les hommes vont bien souvent taper leur femme mais pas leur patron. Donc on voit bien comment la culture, le rôle de la culture sur cette question de la violence. Et qu'il n'y a pas de fatalité. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, si ce n'est pas du côté de la biologie, effectivement, il faut aller voir du côté de la sociologie. Et là, il y a beaucoup d'études qui nous renseignent sur l'éducation à la violence des garçons. Et ce que montrent ces études, c'est qu'aujourd'hui encore, on n'éduque pas tout à fait les garçons comme on éduque les filles. C'est-à-dire qu'on n'éduque pas les garçons et les filles avec les mêmes normes, les mêmes valeurs pour vivre en société. Et la différence centrale dans l'éducation qui est donnée aux garçons, puisqu'on parle d'eux ce soir, ce sont eux qui nous intéressent, c'est cette notion de virilité. Alors, qu'est-ce que la virilité ? Si on remonte à l'étymologie du terme, donc en sanskrit vira, qui signifie le héros, le guerrier, et la virilité est une norme. C'est un idéal normatif qui définit encore aujourd'hui dans notre société ce que doit être un vrai homme.
C'est une notion qui rassemble les attributs de force, de puissance, à la fois physique et morale, et qui va pousser les hommes à avoir davantage de comportements de discrimination, de haine, de rejet, de violence, au détriment de l'ensemble de la société, des femmes bien sûr, mais des hommes eux-mêmes. On y reviendra. Et sur cette question de la virilité, je vous invite à lire le travail absolument fabuleux de Olivia Gazalet, qui est une philosophe, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes ». Et donc cette virilité, qui est une norme, elle va définir ce qu'on appelle les masculinités, c'est-à-dire les comportements que vont avoir les hommes dans notre société. Et le problème avec cette éducation, c'est qu'on la transmet de façon pas toujours consciente. Parce que souvent, j'ai envie de dire dans la majorité des cas, nous avons nous-mêmes été éduqués à travers ces schémas et on le transmet sans toujours s'en apercevoir. Moi, j'ai beaucoup de parents dans mes conférences qui me disent « mais je ne comprends pas, moi j'éduque mon garçon comme ma fille et pourtant, il y en a un qui joue avec des armes et une qui joue avec des poupées ». Et c'est là où c'est difficile. C'est parce que c'est vrai, parfois on le fait de façon inconsciente. Mais je mettrais ma main à couper que si j'allais dans ces familles et j'ouvrais les portes des chambres, il ne me faudrait pas 2 secondes à dire laquelle est la chambre du garçon et laquelle la chambre de la fille, parce qu'on voit que filles et garçons, depuis les premiers jours, et je vais le développer, n'évoluent pas dans le même univers. On ne leur offre pas les mêmes cadeaux, on ne se projette pas de la même façon avec eux. Et notamment avec les petits garçons, il y a des expériences qui montrent... Alors déjà, il y a des expériences qui montrent que nous, les adultes, nous ne nous comportons pas de la même façon si on considère qu'on est avec un bébé fille ou avec un bébé garçon. Alors que les enfants, lorsqu'ils naissent, ont des comportements indifférenciés, qu'ils soient filles ou garçons. Par exemple, il y a des études, des expériences qui ont été faites, celle des pyjamas jaunes. Donc on présentait un bébé en pyjama jaune à des adultes, donc là, vraiment impossible de savoir si c'était un garçon ou une fille. Et donc, on présentait ce bébé comme étant une fille à ces adultes. Le bébé se mettait à pleurer et les adultes interprétaient les pleurs du bébé comme de la tristesse, un gros chagrin. Enfin, voilà. Ce même bébé, on le présentait comme un bébé garçon. Il se met à pleurer et là, les adultes interprètent les pleurs comme de la colère, du caractère. Voilà. Et donc, ça montre bien que nous n'avons pas les mêmes projections sur les enfants dès les premiers jours, qu'ils soient garçons ou filles. Et dans l'éducation des garçons, effectivement, il y a des études qui montrent que, par exemple, avec les petits garçons, avec les bébés garçons, nous, les adultes, nous avons des rapports physiques beaucoup plus toniques, c'est-à-dire qu'on valorise beaucoup plus leur force physique. Également, on verbalise moins les sentiments qu'avec les petites filles. Là aussi, il y a des études qui montrent des expériences qui ont été faites qui montrent que lorsqu'on lit une histoire à un petit garçon, on surjoue beaucoup plus la colère que lorsqu'on la lit à une petite fille. Avec les petits garçons aussi, on est plus permissif. On se dit, c'est des garçons, voilà, c'est pas si grave. Et donc, on les sanctionne moins, mais aussi, on les prévient moins du danger. Ce qui n'est pas sans conséquence pour eux, on le verra. Et donc, de ce fait, dès les premiers jours de la vie des enfants, et notamment des garçons, nous préparons un terrain favorable à leur future conduite déviante. Mais soit cela n'est pas toujours perçu, ou alors ça va être minimisé. On va se dire, c'est pas grave, après tout, ce ne sont que des enfants. Mais ce que l'on voit, c'est que la violence, elle s'exprime très rapidement dans les jeux des garçons. Avec les jeux de bagarre, avec les jeux de bataille, avec les armes factices. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, dans les catalogues de jeux, dans plus de 90% des cas, lorsqu'il y a une arme, elle est tenue par un petit garçon. Et d'ailleurs, comment pouvons-nous accepter, sans le remettre en question, que des jouets puissent avoir la forme d'une arme ? Question. Et effectivement, quand on parle des objets culturels, il y a les livres, il y a les films, dans lesquels, encore aujourd'hui, l'immense majorité des héros
sont des hommes, sont des garçons qui s'adonnent à une violence qui est bien souvent légitimée, ne serait-ce que pour sauver le monde. Et là aussi, les études montrent que, bien sûr, les petits garçons s'identifient à ces personnages, développent une appétence pour cette violence. Et c'est vrai que le moment de l'adolescence est un moment charnière dans la construction de l'identité virile. Alors avec tous ces exemples dans les films, dans les livres, mais ça se passe aussi beaucoup entre garçons, à l'école. Parce que la virilité, elle se construit entre les yeux, dans les yeux des pairs. Et donc, les garçons, entre eux, pour se montrer qu'ils sont forts, moralement, physiquement, vont par exemple se donner des coups, vont s'insulter. Et il va falloir qu'ils montrent qu'ils résistent à cette douleur physique et morale. Et sur cette question, il y a des sociologues tels que David Le Breton qui parlent de véritables rites de passage. Et puis je terminerai ce point sur l'éducation des garçons par quelque chose qui me semble absolument fondamental et pourtant dont on parle très peu. C'est l'apprentissage du mépris du féminin. C'est-à-dire qu'on apprend très vite aux petits garçons que être un homme, c'est surtout pas être une femme. Donc surtout pas de rose, surtout pas de couette, surtout pas de posture efféminée. Quand on les compare aux filles, ça va être pour les humilier. Tu pleures comme une fille, tu cours comme une fille. Et de ce fait, les garçons intègrent très rapidement que le féminin est méprisable et que les femmes sont inférieures aux hommes. Et cela, nous le faisons de façon systématique, avec des comportements in fine sexistes. Donc on voit comment l'éducation qu'on donne aux garçons est une véritable acculturation à la violence et à la domination tout au long de leur vie. Et le problème avec ça, c'est que nous en sommes toutes et tous victimes. Alors les femmes, bien sûr, par les violences systémiques que nous subissons. Rappelons un chiffre qui devrait tous nous révolter. Aujourd'hui, en France, une femme meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. S'il en était de même pour les hommes, comment réagirait la société ? Je me pose la question. Mais le problème avec la virilité, c'est que les hommes en paient aussi un prix. Parce que prouver sans cesse qu'on est fort, moralement, physiquement, ça a un coût. Ça a un coût sur la vie des hommes. Et là, par exemple, je ne devais parler que des prises de risques. Parce que quoi de mieux que de prendre des risques pour prouver qu'on est fort ? Il y a des études, notamment de l'OCDE, qui montrent qu'à l'âge de 14 ans, les garçons ont déjà 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident. Aujourd'hui, sur la route, 87% des morts sont des hommes. Plus les accidents sont graves, plus ils sont surreprésentés comme auteurs, mais aussi dans la mortalité. Aujourd'hui encore, l'immense majorité des cas de cancer liés à des comportements addictifs, au tabac, à l'alcool, concernent des hommes. Et là aussi, les études de sociologie montrent que plus les hommes ont une image rigide de leur virilité, de leur masculinité, moins ils vont faire appel à des soins de santé préventifs, et donc avec les conséquences que ça peut avoir sur leur santé, ou sur même, j'ai envie de leur passage à l'acte, puisque les hommes se suicident 2 à 3 fois plus, réussissent leur suicide 2 à 3 fois plus que les femmes. Et donc si on prend la population des hommes dans son entièreté, ils ont 2 à 3 fois plus de risques de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque, que les femmes. Donc la virilité, elle est extrêmement coercitive pour les femmes et pour les hommes. Et donc on aurait toutes et tous intérêt à arrêter de la transmettre à travers les valeurs que nous donnons aux enfants et que nous valorisons dans la société. Alors, quelle est la solution ? Vous allez voir, je vais en venir à des choses beaucoup plus positives. Comment est-ce qu'on sort de tout ça ? Eh bien, la solution,
elle est dans les statistiques. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que la moitié de la population, à savoir les femmes qui représentent 51,6% de la population, donc les femmes qui ne sont pas une minorité, qui sont en fait une majorité mais traitées comme une minorité, eh bien, ont des comportements beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Elles ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Et effectivement, quand on regarde l'éducation qu'on donne aux femmes, eh bien, on s'aperçoit que c'est une éducation qui développe davantage l'empathie, qui développe davantage l'autorégulation, l'autocontrôle. On dit souvent que les femmes sont hystériques, mais enfin bon, quand on regarde les chiffres, on peut vraiment se poser la question. C'est une éducation qui permet une meilleure communication avec autrui et donc qui développe un capital humain qui va favoriser la cohésion sociale, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en dise. Et donc, j'ai envie de dire, mais la solution, on l'a sous les yeux, on l'applique déjà pour la moitié de la population, donc pourquoi ne pas le faire avec l'entièreté de la population? Et donc, pourquoi ne pas éduquer les garçons comme les filles? Alors là, c'est le moment un peu sensible. Parce que souvent, on est d'accord sur les constats, les chiffres, les coûts, les conséquences, mais alors, éduquer les garçons comme les filles, oh mon Dieu, il ne faudrait pas aller trop loin. Et pourquoi est-ce qu'on pense cela? Eh bien parce qu'on en revient à ce mépris du féminin. Les hommes ne doivent surtout pas être des femmes. Mais en fait, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de donner une éducation plus humaniste aux garçons. De leur permettre à eux aussi de jouer avec des poupons pour qu'ils apprennent à s'occuper d'autrui, à développer davantage leurs sentiments pour qu'ils soient plus empathiques, à les contraindre suffisamment pour qu'ils respectent les règles, tout ce que nous faisons déjà avec les filles, avec les femmes, et qui a des effets tellement plus positifs sur l'ensemble de la société. Donc, avec cette éducation plus humaniste, donc éduquer les garçons comme les filles, donc avec cette éducation plus humaniste, eh bien, nous économiserions à minima 100 milliards d'euros par an. Voilà, pour vous donner quelques ordres de grandeur, on estime l'éradication de la grande pauvreté à 7 milliards d'euros par an. Le déficit des hôpitaux publics, c'est 30 milliards d'euros par an. Le budget de la recherche, 50 milliards d'euros par an. Voilà, on cherche en ce moment à faire des économies. On les fait souvent des économies de bout de chandelle en rabotant sur les acquis sociaux. Bon, ben là, il y a de l'argent et on pourrait en économiser beaucoup. Et surtout, on pourrait investir dans des politiques tellement plus porteuses que de construire des palais de justice et des prisons. Et puis, si on donnait cette éducation plus humaniste aux garçons, eh bien, il y aurait des changements pour toutes et tous, puisque les niveaux de délinquance et de criminalité baisseraient de façon drastique, et donc on n'aurait plus peur de marcher seul dans la rue, on n'aurait plus peur de laisser nos enfants jouer dehors, on n'aurait plus peur de se faire cambrioler pendant les vacances, etc., etc. On vivrait dans un monde où l'insécurité ne serait plus un problème. Et donc oui, si on éduquait les garçons comme les filles, si on donnait cette éducation plus humaniste à l'ensemble des enfants, on vivrait bien dans une société plus riche et plus apaisée. Et tant qu'à faire, je me suis posé la question, mais est-ce que ce serait la même chose tout autour du monde? Et pour cela, je suis allée voir, cette fois-ci, les taux de population carcérale féminine. Et je me suis aperçue que la population carcérale féminine la plus élevée au monde est celle de Hong Kong et pourtant ne représente que 20% du total. Donc oui, les conséquences humaines et financières de la virilité sont les mêmes tout autour du monde. Et puis tant qu'à faire, je pense qu'il y a d'autres sujets extrêmement porteurs qui mériteraient d'être étudiés à l'aune de la question de la virilité. Je pense par exemple au sujet de l'écologie. Alors ça fait longtemps que l'écoféminisme existe, mais ce n'est pas pour rien. Et là aussi, il y a des études qui ont montré que virilité et respect de l'environnement ne font pas bon ménage.
Par exemple, il n'est pas considéré comme viril de conduire une petite voiture moins polluante. Il n'est pas considéré comme viril de manger moins de viande. Alors oui, ça avait fait un gros débat il y a 2 ans de ça. Effectivement, on voit que les hommes mangent 2 fois plus de viande que les femmes, alors qu'ils n'en ont pas plus besoin. Ce serait peut-être même l'inverse. Et on sait qu'aujourd'hui, l'industrie de la viande est une des industries les plus polluantes au monde. Et puis, je pense qu'il y a encore d'autres sujets. Par exemple, celui des politiques internationales. Là, on en a des exemples criants sous les yeux. Des politiques internationales qui reposent encore trop souvent sur la domination des autres peuples, l'asservissement des autres peuples. Et quand on sait que les guerres coûtent 14 000 milliards de dollars par an tout autour du monde, eh bien oui, on se dit que là aussi, il y aurait quelque chose à faire. Voilà, merci. On pourrait étudier tous ces sujets à l'aune de la question de la virilité, et avec des conséquences extrêmement porteuses pour le monde entier. Je vais m'arrêter là. Je pense que là, on a balayé beaucoup de choses. Donc déjà, vous remercier pour votre attention. Voilà, je vais vous dire que j'ai essayé de faire cette estimation du coût de la virilité pour rendre le plus objectif possible des conséquences de la violence, notamment commise par les hommes, pour qu'on puisse chacun, chacune, à travers ce langage universel qui sont les chiffres, qui sont les statistiques, et bien aussi voilà, prendre la mesure de la gravité et puis faire aussi un examen de conscience, parce qu'on est toutes et tous responsables du monde dans lequel on vit. On a tous des enfants autour de nous, par exemple, voilà, et réfléchir à quelles valeurs on veut véritablement valoriser, transmettre, et pour quel monde ensuite. Donc voilà, je vous remercie. Je crois qu'on va passer à un moment de questions. Merci.